Alors, Lacan, nous et le réel, 46e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai trouvé une connexion entre deux textes de Freud, un qui s'appelle L'Esquisse, qui date de 1895, qui n'est pas à proprement parler un livre de Freud, qui a été retrouvé dans ses lettres à Fliss, après coup, et qui est devenu vraiment une base. Lacan, dans l'éthique, dit que ça, c'est un texte absolument majeur, parce qu'il y a déjà, dans ce texte-là, toute l'amorce de l'approche métaphysique de Freud, qui, en même temps, se veut extrêmement scientifique. C'est-à-dire, au départ, Freud, son souci, c'était que la psychanalyse soit inscrite au titre de science. Donc, l'esquisse, et 25 ans plus tard, donc 1895-1920, au-delà du principe de plaisir, qui est un texte là, absolument plus que remarquable. C'est à partir de là que on rentre vraiment dans ce qui est déjà contenu in nuce dans l'esquisse, c'est-à-dire la subversion freudienne absolue. Donc je vais essayer de dire quelles sont les connexions que j'ai faites entre ces deux textes qui me semblent, à 25 ans d'intervalle, absolument rassemblables l'un avec l'autre et articulables. Alors aujourd'hui, on est dans une période justement où il est beaucoup question du mot science. Mais la science elle-même, elle a été complètement oubliée dans ses fondements, puisque ce qu'on appelle science aujourd'hui se base essentiellement sur des modélisations mathématiques, et donc c'est quelque chose qui procède de projection, donc d'un imaginaire, qui est basé bien sûr sur une approche mathématique qui se voudrait scientifique, mais la science au départ c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que c'est une dimension observationnelle, pour le dire en termes psychanalytiques. Là on est avec les modélisations mathématiques, on est dans imaginaro-symbolique, c'est-à-dire que on imagine quelque chose qui se transcrit sous la forme de paroles, de chiffres et de mots, alors que la science véritable qui remonte à Aristote bien sûr, mais il y a un passage très important avec Francis Bacon au XVIIe siècle, où ne veut devenir scientifique que ce qui est observé. Donc là, on est dans du réel qui précède le symbolique, c'est-à-dire que ça s'appelle la table des présences, et on observe un certain nombre de choses dans le réel, et à partir de là, on en fait une transcription symbolique. Donc entre imaginaire symbolique et réel symbolique, il y a un écart. Donc Freud, au départ, il ne se posait pas, bien sûr, la question à ces termes-là, puisque pour lui, c'est un travail qui s'origine sur le réel. C'est un médecin au départ, donc il va observer les symptômes, et puis surtout, il va écouter. C'est ce qui vraiment caractérise l'approche psychanalytique, c'est d'écouter. C'est-à-dire que pour un psychanalyste, la vision n'est pas sans importance, mais ce qui est prépondérant, c'est l'écoute. D'ailleurs, c'est comme ça que Freud inverse, en tant que médecin, la position même dans la relation du médecin au malade. Normalement, le médecin, lui, il se passe en position de maître. Vous allez voir un médecin et puis vous lui dites « je ne sais pas ce que j'ai », etc. Il va vous faire une ordonnance, il va vous ordonner quelque chose. Donc vous êtes censé le considérer a priori comme quelqu'un qui sait plus que vous
ce que vous avez. Freud, lui, la subversion commence par là, c'est-à-dire avec les hystériques. Il a une intuition. Bon, c'est pas une intuition qui vient de nulle part, hein, c'est-à-dire qu'il est quand même le fruit de la lettre juive jusqu'à son Assomption. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement, pour moi en tout cas, l'homme le plus lettré de son époque. C'est-à-dire qu'il a absolument tout lu, et toutes les expériences qu'il fait, notamment en tant que médecin, etc., il faut voir un peu son passage avec Breuer, ici avec Charcot à Paris, etc. En fait, il a une connexion qui va s'opérer entre toute son expérience, l'histoire de sa culture, et ses possibilités à lui, subjectives. Donc il va articuler la somme de cette expérience et ce qui est porté par l'histoire, par la lettre juive, hein, je répète, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport symbolique pur, et ce qu'il va constater. Et puis il se dit, mais si elles, parlant des hystériques, savaient mieux que moi ce qu'elles ont. Et si je les écoutais, donc ça c'est la dimension même de l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient n'est pas quelque chose qui n'est pas conscient, c'est pas le contraire du conscient, c'est un savoir, mais un savoir insu du sujet. Il ne sait pas qu'il sait. Donc il va écouter, et puis au lieu d'être le médecin qui va ordonner, lui va se mettre dans une position d'accueil et d'écoute de la parole, et il va déceler qu'effectivement, il y a un savoir inconscient chez chacun des sujets. Mais et inconscient, ça veut dire qu'il ne l'entend pas. C'est-à-dire, c'est un savoir qui ne se sait pas lui-même. Donc les femmes parlent, elles ne savent pas ce qu'elles disent. Bon, ça, on l'avait un peu remarqué. Mais les hommes non plus. Comme on le voit maintenant, c'est pas du tout spécifique aux femmes. Et donc, le psychanalyste, sa fonction essentielle, c'est d'entendre ce qui est dit et de restituer la parole à celui qui l'a dit. Donc, l'interprétation en psychanalyse, ce à quoi on vise dans la cure, c'est d'entendre quelque chose et de dire, vous avez dit ça, écoutez bien ce que vous avez dit. Et donc là, on va jouer sur les équivoques signifiants pour faire entendre que où est-ce que nous sommes ? La question. Alors évidemment, on a l'impression tout de suite que c'est tellement facile de répondre, mais ce sont des coordonnées, les coordonnées géographiques. Là, on est ici, on peut tracer exactement maintenant avec les satellites, etc., où nous sommes assez précisément. Donc un drone va essayer de nous traquer et de nous repérer. Mais en fait, pour la psychanalyse, nous sommes aussi et surtout dans une autre dimension que Freud a appelée Andere Schauplatz, l'autre scène, qui est là où est pris notre sujet. Notre sujet, en tant qu'être parlant, il est dans des chaînes symboliques, c'est-à-dire des chaînes de signifiants dans le langage. Il est pris dans des effets de langage. Donc physiquement, on a beau être là, psychiquement, on est toujours ailleurs. On est dans notre rêve. Donc il va entendre ça. Il a déjà cette intuition-là, c'est-à-dire d'entendre là où est pris le sujet. Alors, il ne dit pas dans ces termes-là, lui, mais il a déjà cette approche une sorte de métaphysique très orientée historiquement, c'est-à-dire que c'est pas pour rien quand même que notre civilisation occidentale s'appuie sur cette jonction qu'il y a entre la Grèce antique et la culture juive qui va devenir chrétienne, judéo-chrétienne. Hein. Donc, on a une conjonction là qui a quelque chose à voir avec la parole. Les Grecs, donc Athènes, disons 400 avant Jésus-Christ, et l'avènement juif qui donne à la fois la première religion qui est la religion
disons, l'approche législative, donc la loi. La loi, c'est quelque chose qui a à voir avec le logos qu'on trouve en Grèce antique. Et puis l'avènement christique, donc entre moins 400 et l'an 0 qui va déterminer aujourd'hui que nous sommes en 2021, il y a quelque chose qui se passe là qui a un rapport avec la parole et qui insiste sur la parole. Mais cette parole-là, elle est comme refoulée tout le temps, le fait que nous soyons des par-lettres, c'est-à-dire que au fond, ce qui nous détermine et qui nous surdétermine, nous sommes soumis aux lois de ce monde, c'est-à-dire les lois de ce qui nous entoure, les lois de la gravité. Il y a des lois auxquelles on ne peut pas déroger, mais ce qui nous caractérise en propre, ce que met Freud en avant, c'est que nous sommes surdéterminés par les lois du langage. Alors quand on sait, après Lacan bien sûr, que les 10 commandements, en fait, sont des lois du langage. C'est pas les lois qui sont à appliquer, comme aujourd'hui on vous demande d'appliquer des lois iniques d'ailleurs. Quand c'est bien lu, et les Juifs étaient quand même le peuple de lecteurs, ceux qui savaient lire, parce que savoir lire, c'est pas rien. Goethe disait lui-même, j'y ai passé 85 ans dans ses entretiens avec Ackermann, et je ne suis pas sûr d'y avoir réussi. Apprendre à lire. C'est Goethe, si vous ouvrez un dictionnaire de citations allemands, Goethe, ça fait à peu près un tiers du dictionnaire. Donc voilà, le mec il dit, moi je ne sais pas lire, j'apprends à lire. Mais aujourd'hui, alors, ce sont des choses qui paraissent absolument incongrues, parce qu'on est à l'opposé de ça. On est dans un effondrement du savoir au profit des connaissances, entre guillemets. Et pour revenir à l'esquisse, donc, Freud, lui, il a ce sens de vouloir à la fois l'objectivité et la rigueur scientifique, tout en ménageant l'advenu du sujet. Alors, il ne le dit pas dans ces termes, mais en tout cas, quand on lit, on s'aperçoit que c'est vraiment son souci prioritaire. Il est très rigoureux, Freud. Il n'y a pas plus rigoureux scientifiquement que Freud. D'ailleurs, dans l'esquisse, en 1895, il invente la synapse, tout simplement. À partir de ses observations cliniques, il va en tirer un substrat logique qui va lui permettre de décrire et de définir le fonctionnement psychique, neuronique, comment les neurones fonctionnent. Donc il invente la notion de neurone et surtout celle de synapse, c'est-à-dire les connecteurs qui vont faire en sorte que il nous considère, et il ne le dit pas directement comme ça dans l'esquisse, mais il va le dire au-delà du principe de plaisir. Il nous voit, et il se voit lui-même, bien sûr, parce qu'il ne s'isole pas. Il a assez de notions de subjectivité et assez de puissance et d'honnêteté. S'il y a bien quelqu'un d'honnête et de courageux, c'est Freud. Donc il nous voit et il se voit comme des boules multi-irritables. Donc comme vous imaginez une boule irritable. Donc irritable, ça veut dire que elle va être soumise, cette boule que nous sommes, à des irritations, des excitations extérieures, extrêmement fortes, qui s'appellent le système phi, pour lui, et une autre source d'irritation qui va être le système psi. C'est-à-dire ces irritations ne vont plus venir que de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Alors quand on voit intérieur-extérieur, comme ça, il fait appel lui-même à cette image, il parle d'embryogénèse. Alors, quand on étudie l'embryogénèse, donc les stades de morula, gastrula, etc., on peut avoir une imagination du fait que l'être humain, que Lacan appelle l'être humain, plus loin, sont comme, en tant qu'ils sont les derniers arrivés sur cette planète, obligés de passer par tous les stades de l'évolution. C'est-à-dire toutes les formes qui l'ont précédé sur cette planète.
Et donc il y a un jeu de métamorphose, on imagine maintenant avec les logiciels d'animation qu'on pourrait faire ça. À un moment, le fœtus a une queue qui se résorbe, etc. On passe par tous les stades comme si on avait ingéré tous les stades de l'évolution. Et ça, il ne le dit pas dans l'esquisse, mais il va le dire au-delà du principe de plaisir. C'est comme aussi si nous avions été soumis à toutes les formes d'excitation extérieure. Donc l'excitation extérieure, c'est le fait qu'il y a des lois dans le monde qui font que si vous ne mangez pas, si vous ne respirez pas, si vous n'excrétez pas ce que vous avez mangé, vous risquez de mourir. C'est-à-dire, il y a des lois et il y a un monde qui nous apparaît comme extérieur à nous-mêmes. C'est-à-dire, a priori, la première impression qu'on peut avoir, après on y reviendra, parce que je vais vous raconter une autre histoire, mais c'est que il y a quelque chose qui semble intérieur à moi-même et quelque chose d'extérieur. Et puis il y a une pression de l'extérieur sur moi-même qui peut venir sous la forme d'excitations diverses et aussi de lois. Il y a des choses qui se passent dont je suis dépendant. S'il y a un troupeau de mammouths qui se met à courir, j'ai intérêt à déguerpir parce que sinon je vais finir à plat. Donc il y a quelque chose dans le monde, comme ça, il y a une pression extérieure qui fait que les excitations viennent a priori de l'extérieur. Mais pour l'être humain, donc, on a vu, on va le voir après, les excitations vont être intériorisées, il va y avoir des excitations intérieures. Donc système phi, ça c'est la base de l'énergétique, et c'est du quantum, c'est-à-dire du quantifiable. C'est ça son approche scientifique, ce sont des quantités d'énergie. Il y a des quantités d'énergie plus ou moins grandes qui viennent exciter de l'extérieur, et après on va voir des quantités plus ou moins grandes qui viennent exciter de l'intérieur. Voilà. Et il va mesurer les quantités, c'est ça son approche neuronique, scientifique, c'est-à-dire une approche quantitative. Je reviens sur la phylogénèse, c'est-à-dire traverser toutes les formes, etc. Il amorce l'hypothèse que toutes ces excitations venues de l'extérieur, c'est-à-dire comment un ver de terre, un singe, un arbre, un lion va se définir dans son environnement extérieur, ces excitations-là, à force de les avoir intégrées, il y a une couche qui s'est solidifiée, donc on va retrouver sur le cerveau avec le cortex, la couche externe, la matière grise, et qui sert de par-excitation. Et oui, j'ai oublié de préciser que donc ces excitations-là mettent le sujet en question, enfin même si c'est pas encore un sujet, si c'est un brin d'herbe ou un singe ou un insecte ou n'importe quel animal, le mettent en mouvement. Il est même un arbre, il est en mouvement, il a les feuilles qui bougent, un brin d'herbe aussi, etc. Il y a quelque chose dans ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Mais au départ, il y a beaucoup d'extérieur. Et nous aurions développé un par-excitation. Parce qu'ensuite, le problème, c'est de définir, alors il va définir ce qui s'appelle principe de plaisir et principe de réalité, et il va dire que nous sommes soumis au principe de plaisir. Et que le plaisir, il le définit, non pas comme on peut se l'imaginer aujourd'hui, comme être tout le temps excité, mais au contraire, c'est-à-dire notre organisme tend à faire chuter les excitations pour arriver à un calme, le niveau le plus bas d'énergie, qui correspond, dans la mythologie orientale, à une sorte de nirvana, où il n'y a plus aucune sollicitation. Ça, c'est censé définir le plaisir. Nous sommes censés être soumis à ce principe-là. Donc à partir de là, il développe dans l'esquisse son approche quantitative, et entre le système phi, c'est-à-dire les excitations extérieures, et
les excitations qui vont venir de l'intérieur. En observant les enfants, on voit que les excitations ne sont pas exclusivement extérieures. Au contraire, il est travaillé par des excitations intérieures, donc ce qu'il va appeler système psy, et ces deux excitations vont faire subir à l'être qui est là un état d'excitation qui est déplaisant. Et il va essayer de conquérir ce plaisir qui consiste dans ramener le système au niveau le plus bas, c'est-à-dire faire chuter les excitations. Et là, il va mettre en place donc la possibilité pour nous, donc je parle de l'être humain, d'accéder à un autre système qu'il va appeler un système PC, perception-conscience. Et ce système PC, donc, c'est ce qui progressivement va s'éveiller chez nous pour faire chuter radicalement le niveau d'excitation très fort. Donc, on a ces excitations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. En fait, c'est comme si c'était des charges électriques et que pour faire chuter ça, il suffit juste d'une peau, d'une pelure, et hop, ça chante le système. Il n'y a plus d'électricité qui passe. Et ça, c'est le système perception. Et c'est l'amorce du moi. À partir de là, le sujet peut commencer à prendre conscience de lui-même. C'est-à-dire, il peut se différencier progressivement parce que c'est ce système-là qui vient chanter. On passe d'une très haute fréquence, beaucoup d'excitation, une surpuissance d'excitation qui risque de faire sauter le système. Et là, d'un seul coup, on chute. Donc on passe de la quantité à la qualité. La qualité n'est juste qu'une différence de quantité, en fait. C'est-à-dire, on passe de énorme à vivable, presque plus rien. Parce que le fait de se rendre compte et petit à petit d'apprendre à dire des sons, puis des mots, c'est ce qui va faire chuter la puissance d'excitation. Donc là, on a l'amorce du moi. Mais c'est là où il convient, justement, de ne pas confondre le moi et le sujet. Parce que si une peau suffit pour faire chuter la surcharge énergétique qui risque de foutre en l'air le système, c'est une histoire de survie, en vérité, une peau suffit. Mais le moi, dès qu'il commence à être créé, il va avoir sa propre propension à développer d'autres peaux. Et donc, ça va devenir un oignon. Et à la fin de la vie, quand on n'a fait aucun travail analytique, même avant la fin de la vie, on a un oignon comme ça. C'est au lieu d'avoir une peau, on a 100 millions de peaux. Et ces 100 millions de peaux, c'est le moi. Le moi. C'est pour ça que la psychanalyse a pour fonction d'évacuer le moi, de le réduire, de réduire l'imaginaire, parce que le moi, c'est l'imaginaire, parce que le moi a une fonction positive qui est de faire chuter, enfin, disons, la création du moi, de faire chuter la surcharge, mais en même temps, le moi, comme ça permet l'émission de la parole et la possibilité de la parole, c'est le lieu du fantasme, de l'imaginaire. Et là, les choses vont se démultiplier, c'est-à-dire chaque peau est une identification. Et les enfants fonctionnent par identification. Ils vont observer, ils sont perdus dans ce monde, ils sont perdus dans le langage, ils sont perdus dans le monde, ils sont perdus partout. C'est pour ça qu'un bébé, c'est un puits d'angoisse en vérité. Avant, les bébés, on les emmaillotait très serrés, on les mettait dans des berceaux extrêmement serrés, parce qu'il y avait cette connaissance intuitive qu'il y a besoin d'être entouré, resserré, parce qu'on est perdu. Perdu dans l'univers physique, mais aussi perdu dans l'univers psychique, entre ce que dit la mère, ce que dit le père, etc., quand il s'adresse à l'enfant, un coup, elle lui dit qu'elle l'aime, un coup, il crie, et puis elle ne le voit pas. Chacun de nous est perdu, dès l'origine, dans cet univers-là, impossible de se repérer, impossible de s'orienter, impossible de savoir ni où on est, ni qui on est.
Et petit à petit, donc, on va contrebalancer ça par une activité imaginaire, fantasmatique, qui va créer plusieurs couches et qui va faire qu'après, je m'imagine être moi. Donc ça, c'est très drôle parce que il y a une contradiction in adjecto, c'est-à-dire moi-je, un analysant par exemple qui dit moi-je, on sait qu'il ne parle pas de son sujet. C'est-à-dire, il pense qu'il est dans une... Il croit qu'il est dans une identité entre son moi et son je. Alors que ce que découvre la psychanalyse, mais avant la psychanalyse, c'est Platon, utilisant bien sûr le savoir-faire de Socrate, qui découvre ça. Et si Lacan appelle Socrate, enfin c'est pas Socrate qu'il appelle, il appelle Hegel le plus sublime des hystériques, et il dit de Socrate l'hystérie géniale de Socrate. C'est que Socrate, dans son approche philosophique, justement, la fondation même de la philosophie occidentale, il n'est pas dans des questions qu'est-ce que la lune, qu'est-ce que la montagne, etc. Mais il ramène toujours, dans les dialogues, qu'est-ce que pour toi c'est la lune. Donc il réinscrit toujours le sujet de l'énonciation a priori dans ses énoncés. Et donc, l'orbe dans laquelle se déploie cette philosophie-là, c'est que il est déjà dans la psychanalyse. C'est-à-dire que pour le psychanalyste, la vérité, elle est du côté de l'analysant. Il sait la vérité sur lui-même, mais il ne sait pas qu'il la sait. Donc, il va être amené à la découvrir par l'intermédiaire de l'analyse, qui va lui dire « vous avez dit ça, mais ça, vous dites ça ou vous dites ça ?» en jouant des équivoques signifiantes pour lui faire comprendre les étagements dans lesquels se situent les chaînes signifiantes, le langage. Et donc, au fond, dans la théorie platonicienne, c'est la même chose avec la théorie des idées. C'est que l'esclave, il sait, mais il ne sait pas qui c'est. Donc, Socrate, par la qualité de son questionnement, qu'on a appelé la maïotique, il va arriver à lui faire dire qu'il sait. Sauf pour une chose, parce que bien sûr, il y a toujours des exceptions. Et là, c'est dans le Ménon, où Socrate va dire à l'esclave, il va lui dessiner un carré, comme ça. Et puis il va lui dire, fais-moi un carré qui soit le double de ce carré. Et là, l'esclave ne sait pas. Parce que si on double le côté du carré, on a un carré 4 fois plus grand que le carré. Et donc, avec les données qu'il a là, hop, ça bloque. C'est contre-intuitif. Parce que pour arriver à déduire, à partir du carré qui est dessiné, la ligne qui permet de faire un carré qui soit le double, il faut arriver jusqu'à la notion de racine carrée. Et ça, il ne peut pas le savoir. Ça, c'est le savoir du psychanalyste, le savoir de Socrate. Donc, il va lui faire comprendre que là, c'est contre-intuitif, les carrés, les côtés du carré. Il faut qu'il arrive à tracer la diagonale, et à partir de la diagonale, donc, s'il prend ça, il va pouvoir, à partir de la diagonale, créer racine de 2. Donc, il aura fait un progrès dans le symbolique. Et ça donne quelque chose de très important pour le moment où on vit aujourd'hui, où on est dominé par une idéologie du progrès. Alors, tout le monde a déjà dit ça, hein, Walter Benjamin, il a dit de manière insurpassable, il faut tirer le signal d'alarme pour arrêter le progrès, quoi. C'est-à-dire nous sommes dans une idéologie imaginaire du progrès. La psychanalyse dit, en fait, entre nous et Cro-Magnon, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire, on ne pense pas mieux et plus que Cro-Magnon. Parce qu'il n'y a de progrès que dans le symbolique. Donc, tous les progrès qui sont effectués, on s'imagine être une société du progrès. Aujourd'hui, on a un mouvement progressiste, hein, la woke left. Ils font tellement de progrès qu'ils annulent, ils veulent annuler
tous les moments clés de progrès symbolique de l'humanité. En fait, Lacan dit non, on tourne autour du même trou et il n'y a de progrès que dans le symbolique. C'est à partir du moment où on peut écrire racine carrée qu'on fait un progrès dans le symbolique. Et chaque progrès s'accompagne d'un regret, d'une régression sur un plan. Donc, au fond, il n'y a de progrès que dans la parole. Le vrai progrès, c'est d'apprendre à parler. Donc, l'appel à la diagonale amène à quelque chose d'irrationnel. Mais irrationnel n'est pas apprendre au sens où on l'entendrait aujourd'hui, ah non, mais c'est pas rationnel, on regrette. C'est au sens mathématique, des nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres qui ne finissent jamais. 3, 14, 16, etc., ou racine de 2, 1,414, etc. C'est-à-dire qu'on entre dans quelque chose qui est de l'ordre du sujet par rapport au moi. On peut dire que le moi, c'est le carré. Le sujet, c'est la diagonale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va naître du moi, à partir de la place qui a été occupée par le moi, qu'on peut dire la subjectivité. Mais le sujet de la psychanalyse, en tant qu'il est irrationnel, mais au sens mathématique du terme, il appartient à un autre registre. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout confusable, on ne peut pas le confondre avec le moi. C'est autre chose. Et donc, pour Freud, déjà, il ne le dit pas dans ces termes-là. C'est Lacan qui va le dire. Le sujet est extérieur. Notre sujet, il n'est pas inhérent à notre moi, il n'est pas à l'intérieur de nous, il est à l'extérieur. Et où à l'extérieur, c'est le sujet de l'inconscient, il est dans le langage. Donc, au lieu de partir d'un a priori, du moi je sais, moi je... aujourd'hui, c'est que ça, c'est-à-dire que c'est la querelle de tout le monde qui sait mieux que tout le monde, mais on ne peut pas savoir. La seule chose que je puisse savoir, ça c'est Lacan qui le dit, c'est le réel dont je suis affublé ou affligé en tant que sujet de l'inconscient. C'est-à-dire, quel est le rapport entre mon énonciation et mes énoncés. C'est pour ça que vouloir parler de psychanalyse en faisant l'impasse, sans aborder la théorie des discours qui se trouve dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, c'est juste ne pas tenir compte de 100 ans de psychanalyse. Parce que pour arriver à thématiser et à mathématiser les discours tels qu'il a fait dans L'envers, qu'il a développé, alors il ne quitte jamais les discours. C'est-à-dire, après, Lacan va passer de la quadripartie des discours à la tripartition des nœuds, les nœuds borroméens, avec imaginaire, symbolique et réel, mais c'est progressif, et ça se fait exactement de la manière dont un psychanalyste écoute son analysant. Alors là, il faut avoir en tête, alors je ne l'ai pas sur moi, mais je vais vous le dessiner mentalement. Donc, vous avez en haut S du sujet. En face du S du sujet, vous avez un petit a. En dessous du S du sujet, vous avez un petit m. Et en face du m, donc en diagonale avec le S, vous avez un grand A. Voilà. Ça, c'est un schéma qui permet de comprendre. Donc le S, c'est le sujet. Le petit a, c'est le petit autre. Le m, c'est le moi. Et le a, c'est le grand autre. Le grand autre, c'est le lieu du langage lui-même. C'est-à-dire là où se prend le sens, la signification, les mots. Quand Lacan dit le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, c'est tout simplement que le désir, c'est une désinence du dire, c'est quelque chose que je dois arriver à dire, bien que je n'y arrive jamais. Mais c'est quelque chose vers quoi je dois tendre, c'est arriver à le dire, et chaque dire est référent et inféodé au fait que tous les mots, le langage lui-même, appartiennent à l'autre. C'est pas à nous qu'il appartient. C'est quelque chose, au fond, d'inhumain.
le langage. Le paradoxe des paradoxes, c'est que ce qui nous rend le plus humain, c'est d'être des êtres de parole, des êtres qui parlent, un langage articulé, mais le langage lui-même, c'est ce qu'il y a de plus inhumain. Donc, l'autre, le grand A, ce qui fait que nous sommes parasités par le langage, nous sommes colonisés par le langage, il est en bas à droite. Et la ligne oblique qui rejoint le S avec le A, ça, c'est l'inconscient. Et ce sont des messages inconscients qui passent. Nos pensées, la plupart de nos pensées, tout ce qui se passe, la manière dont on se construit, etc., ce sont des pensées inconscientes. Non seulement elles sont inconscientes parce que c'est un savoir qui ne se sait pas lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas énoncé par un sujet, mais on n'en sait rien du tout. Rien. Et quand le psychanalyste s'installe, donc, c'est parce que l'autre oblique, c'est-à-dire, vous vous souvenez, petit a et m, là, c'est que quand on est dans le moi et que le sujet n'est pas apparu, le moi, un autre nom du moi, c'est la subjectivité. Donc, c'est se prendre un peu pour le centre, en quelque sorte. Alors que le sujet, justement, il n'est pas au centre, il est périphérique. Et donc, quand on se prend pour le centre, eh bien, le petit autre, ce n'est jamais l'autre radical, celui du grand A. C'est toujours un alter ego. C'est un autre moi-même. Donc, on est dans un jeu de miroir en permanence, qui est un jeu de dupes, où tout s'inverse en permanence, parce qu'on n'accède pas à l'altérité radicale du grand autre, c'est-à-dire à la dimension de l'inconscient. Donc ce que fait Lacan, il explique, il thématise, et il dessine, il fait des schémas. Il explique que la position du psychanalyste va venir se placer sur la diagonale, comme ça, pour chanter le petit a. C'est-à-dire qu'il va rassembler en lui-même le petit a et le grand A. Donc, il ne peut pas être pris dans la relation analytique, qui est un lien social à deux, pour un petit autre. Quand vous allez voir un psychanalyste, vous n'allez pas lui taper sur l'épaule et puis croire que vous êtes dans une relation de pure réciprocité avec lui. Il y a quelque chose de l'ordre d'une asymétrie, là, qui est voulue, qui est même fonctionnelle. Il n'y a que grâce à ça que ça marche. Et donc, lui, il est censé incarner le grand autre du langage. Mais en même temps, s'il se prend pour l'autre du langage, lui, il va être dans une relation de manipulation du sujet. C'est-à-dire qu'il va être le grand autre du sujet qui vient lui parler. Donc, une canaille. C'est ce que font la plupart des pseudo-psychanalystes. C'est-à-dire qu'ils se disent il est sous transfert, et donc ils sont dans une relation comme ça. C'est pour ça que la mauvaise psychanalyse, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Un psychanalyste, lui, ce n'est pas une canaille. Donc, il ne se prend jamais pour le grand hôte de son analysant. Il garde toujours en mémoire que s'il est à cette place-là, c'est en tant que petit a. Il est un objet de rebut. Ça, c'est parce qu'il n'a plus de moi, parce qu'il est allé jusqu'à la fin de son analyse. Donc, il reste du moi juste ce qu'il faut, parce qu'on n'y arrive jamais à ne plus avoir de moi du tout, mais il ne s'identifie pas. Il n'est plus dans l'identification. Il ne s'identifie pas ni à ce qui se dit, ni à ce qu'on dit de lui, etc. Ça, il a barré ça, d'une certaine manière. Il est cuirassé contre l'angoisse. Il n'a plus besoin de s'identifier. Et donc, à partir de là, il peut écouter et faire en sorte que l'autre sujet, parce qu'il vient chanter ça, ne soit plus dans un rapport où l'inconscient est barré. Au contraire, l'inconscient se réouvre. Donc le psychanalyste, il est dans la position d'être l'adresse de l'inconscient de l'analyse. À partir de là, donc, se met en place la possibilité pour ce qui était une boule irritable de réguler lui-même certaines choses à l'intérieur de son irritabilité, qu'on appelle la jouissance. Donc, de voir là où est prise sa jouissance, dans quel type de discours il est, etc. Et au lieu d'avoir une boule qui fonctionne de manière automatique, il y a une boule qui, vous avez, après la psychanalyse, vous allez avoir une boule personnalisée, c'est-à-dire customisée. Vous allez pouvoir faire en sorte de faire avec votre destin, avec le savoir, avec votre généalogie, etc. Et donc, l'objectif d'une psychanalyse, c'est d'apprendre à faire avec le réel,
justement. Parce que on voit qu'il y a une exclusion entre l'imaginaire et le réel. Soit on est dans l'imaginaire, soit on fait avec le réel. Et si on fait avec le réel, on est obligé de réduire l'imaginaire. L'imaginaire est à entendre dans son acception lacanienne, c'est-à-dire imaginaire symbolique réel, et pas à confondre avec l'imagination. L'imagination, c'est justement quelque chose qui peut s'envoler du fait qu'elle n'est plus soumise au poids aliénant de l'imaginaire, qui vient forcer aux identifications et aux impasses destinales de répéter et de répliquer toujours les mêmes schémas. Donc, on voit un peu dans la manière dont procède Freud, l'esprit qui est le sien, la forme même de sa pensée. C'est-à-dire qu'il essaye de combiner une approche scientifique objective, c'est-à-dire une boule, c'est un objet, une boule irritable, etc. Il n'idéalise pas l'homme. C'est quelque chose à étudier parmi les autres choses à étudier. Mais sauf que l'homme n'est pas l'être supérieur de cette planète, mais ayant accès à la parole articulée, au langage, il devient, comme dit Heidegger, c'est une expression de lui, Lacan a beaucoup lu Heidegger, il l'a même véhiculé en voiture plusieurs fois, à fond la caisse bien sûr, parce que Lacan conduisait très vite, il n'était pas à Paris à 30 km/h, ça ne pouvait pas avoir lieu à cette époque-là. Donc, comme on n'aurait jamais fait mettre un slip facial sur le visage de Lacan. Jamais, même pas une seconde. Lacan, il s'est fait braquer avec un revolver dans son cabinet et tout. Il ne s'est pas démonté une seconde. Et la psychanalyse étant une entreprise de démasquage, il ne va pas se faire masquer la figure. Il ne faut pas rêver. Tous les gens aujourd'hui qui se disent psychanalystes et qui mettent leur couche faciale dans la rue, non mais ça ne va pas. Il faut revoir les textes là, et puis il faut surtout faire une analyse, une vraie, parce que là il y a un gros problème avec ça. C'est pas la créature supérieure, c'est le berger de l'être. C'est-à-dire que il y a de l'être. Alors ça, c'est toute la philosophie, c'est Heidegger notamment qui renouvelle toute l'ontologie. Mais l'être, comme l'explique la psychanalyse, et Freud le premier, on n'y a pas accès. Nous, la seule chose à laquelle on a accès, c'est au sujet. Le sujet, ce n'est pas l'être. C'est quelque chose qui s'évanouit en permanence. Puisque ce sujet est extérieur et qu'il est présent dans les mots, il n'est que dans la parole. Et donc, nous sommes convoqués par notre sujet. Sans arrêt, sans le savoir, parce qu'on n'entend pas. Sauf bien sûr quand on a fait une psychanalyse menée jusqu'à son terme logique. Donc à partir de là, on commence à entendre son sujet, on commence à déchiffrer l'inconscient, à déchiffrer ses rêves et à apprendre à faire avec le réel. Donc là, on voit que ce qui différencie l'homme de toutes les autres créatures sur cette planète et ailleurs, c'est que toutes les autres créatures sont référentes d'un environnement. C'est-à-dire, c'est comme si l'environnement était leur intelligence extériorisée. Donc les animaux ont un instinct. Ils savent que telle plante, il ne faut pas la manger, que s'ils entendent tel type de bruit ou qu'ils voient tel type d'animal, ils font mieux de se carapater parce qu'ils sont la proie de ça, etc. Donc c'est un savoir qui est intégré a priori parce qu'ils sont référents, ils sont en rapport avec un environnement. Donc ils ne peuvent vivre que dans un certain environnement. Les moustiques, ça vit dans tel environnement, les panthères noires dans un autre, les perroquets dans un autre. Enfin, les animaux sont référents d'un environnement. Le seul qui n'a pas d'environnement, c'est l'homme. Il peut vivre partout, mais parce qu'il peut vivre nulle part. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement extérieur, ce n'est pas ça qui le détermine. C'est le langage, son environnement extérieur. Il y a quelque chose qui vient faire écran entre lui et le monde extérieur, c'est le langage. Donc les lois du langage vont être les lois qui vont déterminer son destin. Donc il faut qu'ils connaissent le langage. Et les hommes connaissent autant le langage que les poissons connaissent l'eau dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire, pas du tout. Il s'agit
dans la psychanalyse de concevoir que nous sommes à ce point surdéterminés par le langage et dans le langage que la psychanalyse elle-même n'est rien d'autre qu'un discours, au sens lacanien, et une clinique du discours. C'est une clinique du discours. Donc quand vous voyez par exemple le succès en thérapie, c'est génial, on fait de la pub à la psychanalyse, c'est le contraire de la psychanalyse. Il y a zéro psychanalyse dedans. Il n'y a aucune critique du discours. Donc la psychanalyse elle-même, elle est la possibilité de s'orienter dans le discours et, ce faisant, de s'acheminer vers la parole à l'intérieur de notre écosystème à nous, qui est le langage. Comment on passe de cet être qui a une vague conscience qu'il est quelque chose d'autre que ce qui l'entoure, qui vit dans un monde qui l'entoure. Parce que le piège, c'est d'être tout le temps persuadé que on est déterminé par les choses extérieures sans cet intermédiaire du langage. Alors là, je suis tombé sur un roman d'un Russe qui est génial, qui s'appelle Victor Pelvin, et dans les années 2000. Alors maintenant, il paraît qu'il n'est plus traduit en français parce qu'il est tellement caustique pour la bêtise occidentale. Alors au début, il a commencé à attaquer les oligarques, la Russie, etc. Mais là, il est devenu tellement caustique pour la bêtise occidentale dans laquelle nous vivons maintenant, parce que c'est carrément de l'ordre d'une débilité, qu'on ne le traduit plus. C'est dommage, parce que ce mec-là est vraiment génial. Et il paraît que son dernier livre, il porte sur le transhumanisme. Donc sur les scénarios absolument extravagants qu'il met en place pour rendre compte du transhumanisme. Donc, il raconte dans un de ses romans, je ne sais plus comment il s'appelle, dans les années 2000 et quelques, là, il illustre ça. Donc, on imagine, il illustre ça en faisant une critique de la télévision, l'ère de la télévision. Alors, on est pleinement concerné. Hein. On peut dire que télévision aujourd'hui, moi j'aurais jamais cru à l'arrivée d'Internet que la télévision allait pouvoir continuer. Ben non seulement ça a continué, c'est devenu encore plus fort. Donc on voit que Internet, les réseaux dits sociaux, etc., ne sont que la continuité de l'action de la télévision par d'autres moyens. Alors quelle est cette action ? Alors, je marchais le long du quai, comme ça, et je méditais sur ce que je venais de vivre et de lire, et je me dis, en fait, là, je suis sur le quai et j'ai l'impression d'avoir conscience du monde extérieur autour de moi. Parce que ce monde-là peut avoir un effet réel sur moi. Si je loupe la marche du trottoir, je vais tomber. Si je me cogne contre le mur, je vais me faire mal. J'ai la Seine à côté. Si je me jette dans la Seine, je vais avoir au moins très très froid, si ce n'est me noyer. Mais c'est ce que Pelvin a appelé le sujet 1. Le sujet 1, c'est celui qui est dans un rapport direct avec le monde extérieur. Il dit, mais le problème, depuis l'avènement de la télévision, et donc derrière télévision, bien sûr, on peut mettre tout le reste, c'est le sujet 2. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un rapport avec le monde extérieur. Il est dans l'image du monde extérieur. Et donc cette image, elle est à ce point syncopée, rythmée, t'amenant dans des labyrinthes infinis, que le sujet est complètement perdu, tout en ayant, paradoxalement, l'impression de maîtriser tout ça. Mais il n'y a plus de rapport avec le réel. Donc c'est un pur imaginaire, et comme le moi, en fait, qu'on a vu au début, c'est juste cette peau. Cette peau-là, elle va se gonfler de milliers de peaux que vont provoquer toutes les identifications, parce qu'en vérité, il y a quelque chose de vide, à la fois du côté du percevant, mais aussi de ce qui est perçu. Donc c'est un jeu de labyrinthe à l'infini, où le sujet se perd. C'est comme un vide, regardant un vide qui lui renvoie une image de vide, mais
où tout est chatoyant, rythmé, etc. Et il n'y a plus de possibilité d'accrocher un seul bout de réel. Donc, le bout de réel dont parle Lacan, c'est l'inconscient dont je suis affligé et à partir duquel, c'est-à-dire le rapport de ma parole au langage, je peux arriver à me situer, à m'orienter. Et la psychanalyse elle-même n'est rien d'autre qu'un délire orienté, où je récupère un minimum de réel pour retrouver le destin qui est le mien. Voilà, c'est là qu'on conçoit que le désir, au fond, ce n'est jamais désir de ceci ou désir de cela, mais ce par où le manque à être, on a vu que l'être était perdu définitivement, se fait jour par cette possibilité dans le langage d'accéder à un dire. Dire, évidemment, on va finir là-dessus, c'est le dieur. Lacan fait cette analogie-là, c'est-à-dire c'est comme si le dire qu'il assimile à Dieu lui-même, c'était une lumière blanche et nous n'accédons qu'à toute la gamme chromatique colorée, mais la lumière elle-même qui produit cette lumière blanche, on n'y a pas accès, mais on a comme fonction et comme éthique de s'en approcher et de s'inscrire dans nos possibilités destinales qui sont des possibilités du désir et donc un acheminement vers le dire. Ce qu'on peut dire de Freud, c'est qu'il a situé les choses d'une façon telle que ça a réussi. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est une composition telle que c'est amené pour rendre tout ça cohérent, à donner la note d'un certain rapport entre la pulsion et l'inhibition, le principe du plaisir et le savoir inconscient, bien entendu, c'est bien attention spécifique. Et ceci, c'est le tiers élément. Je veux dire que c'est là qu'il y a le fantasme et ce qui trouve que j'ai désigné du réel. Mais vraiment pas trouvé mieux que cette façon d'imager métaphoriquement dont il s'agit dans la doctrine de Freud, qui me semble matériellement abusif, c'est d'avoir imputé tellement de matière au sexe. Je sais bien qu'il y a les hormones font partie de la science, mais il est tout à fait clair que c'est là le point le plus précis et qu'il n'y a là nulle transparence. On dit que Freud, ça parle que de sexualité. Mais c'est pas de sexualité, c'est de sexuation. Il ne parle que, justement, du fait que nous sommes coupés. Nous sommes coupés de cette chose-là, de l'être, dont on n'arrive pas à s'approcher. C'est comme si on essayait tout le temps d'y retrouver une sorte de connexion, c'est le cas de le dire. Et donc, la fausse alerte permanente des médias, des réseaux, etc., c'est la possibilité enfin de se connecter à cet autre-là qui nous échappe tout le temps. Et la notion de présence et d'absence, ça c'est très bien, parce que si la psychanalyse a un protocole particulier qu'il faut respecter, c'est notamment le fait que dans la psychanalyse, le corps est à la fois présent et absent. Et il s'agit d'articuler cette présence et cette absence, d'arriver à faire quelque chose de ça, parce que c'est ce qui caractérise donc dans le dire. Le dire va produire, ou simultanément au dire, le signifiant lui-même arrive comme quelque chose qui est l'indissolubilité dialectique du vide et du plein.
de l'absence et de la présence. C'est pour ça que le vase lui-même, le pot, c'est le premier signifiant qui soit. Parce que c'est avec du vide qu'on fait un plein, une forme qui peut accueillir le vide. Et s'il n'y avait pas le plein, il n'y aurait pas non plus de vide. Et s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de plein non plus, parce que c'est comme ça que nous sommes en dialectique avec le monde par l'intermédiaire du langage. Alors, et il s'agit de connaître donc le langage. Sinon, nous sommes totalement soumis à des signifiants qui ne nous concernent pas. Il s'agit de faire le tri des signifiants, et parmi les bienfaits de la cure psychanalytique, il y a aussi l'élagage de tous les signifiants qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre généalogie la plupart du temps, mais dont il faut se défaire. Ce que j'ai à vous dire, je vais vous le dire, c'est que la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien que ça ne soit pas une science. C'est même pas une science du tout, parce que l'ennuyeux, comme l'a montré surabondamment un nommé Karl Popper, c'est que ce n'est pas une science parce que c'est irréfutable. C'est une pratique qui durera ce qu'elle durera. C'est une pratique de bavardage. Aucun bavardage n'est sans risque. Déjà, le mot bavardage implique quelque chose. Ce que ça implique est suffisamment dit par le mot bavardage. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les phrases, c'est-à-dire ce qu'on appelle les propositions, qui impliquent des conséquences. Les mots aussi. Bavardage met la parole au rang de baver ou de postillonner. Elle la réduit à la sorte d'éclaboussement qui en résulte. Ça n'empêche pas que l'analyse a des conséquences. Elle dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire. Dire a quelque chose à faire avec le temps. L'absence de temps, c'est une chose qu'on rêve, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Et ce rêve consiste à imaginer qu'on se réveille.